Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a quelques mois, on a eu ensemble l'occasion de parler d'un radiotélescope mythique au destin tragique, le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. À l'heure où d'immenses télescopes spatiaux quittent le sol terrestre pour s'affranchir des nombreuses contraintes liées à notre atmosphère, la radioastronomie, elle aussi, cherche à progresser dans son domaine. Si l'atmosphère terrestre joue un rôle majeur et indispensable dans le maintien de la vie sur Terre, elle est aussi un bouclier qui nous empêche bien souvent d'observer l'univers et d'en découvrir les secrets les plus subtils. Pour ne plus subir les conséquences de la présence de notre atmosphère, il faut la quitter. Et fort heureusement pour nous, nous avons à proximité un corps céleste merveilleux, dépourvu d'atmosphère et qui nous offre des opportunités quasi infinies, la Lune. La Lune est fabuleuse à plus d'un titre. L'une des principales caractéristiques de notre satellite naturel, c'est qu'il est dépourvu de toute atmosphère. Pas de vent, pas de perturbations, une vision libre sur le cosmos. Pour observer l'univers, un radiotélescope a besoin d'une immense surface réflectrice. Souvenez-vous, le radiotélescope d'Arecibo bénéficiait d'une surface sphérique de 73 000 mètres carrés. La Lune est ici encore merveilleuse puisqu'elle nous offre des réflecteurs prêts à l'usage, ses cratères. Exploiter les cratères lunaires pour y déployer un radiotélescope spatial, tel est l'objet du projet LCRT pour Lunar Crater Radiotélescope, un projet de la NIAC, un programme de développement de missions financé par l'Agence spatiale américaine. L'objectif principal du LCRT serait de détecter et de mesurer les ondes radio générées quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Cette période est encore aujourd'hui source de nombreuses interrogations. Les scientifiques n'en connaissent que peu de choses, mais sont persuadés que l'étude de ces ondes lointaines pourrait résoudre les plus grands mystères de la science et de l'histoire cosmologique. À ce moment de l'histoire de notre univers, Joseph Lazio, radioastronome au Jet Propulsion Laboratory, nous rappelle que peu d'étoiles étaient déjà formées. Une quantité impressionnante d'hydrogène était alors présente, et c'est de cet hydrogène que se sont formées les étoiles. Il ajoute aussi qu'avec un radiotélescope suffisamment grand, au-delà de notre planète et de son atmosphère, nous pourrions suivre le processus qui a conduit à la formation des premières étoiles et peut-être même trouver des indices sur la nature de la matière noire. Si notre atmosphère agit littéralement comme un bouclier, c'est parce que les ondes radio à grande longueur d'onde que l'on cherche à analyser sont réfléchies par la ionosphère, une couche haute de l'atmosphère terrestre. L'activité humaine poserait aussi problème. Notre civilisation est source d'une quantité impressionnante d'ondes radio. Leur présence fausserait intégralement les relevés sur Terre. Mais sur la Lune, nous n'avons pas ce problème. Pas d'atmosphère, et pour se protéger des ondes radio émises depuis la Terre, nous n'avons qu'à nous rendre sur sa face cachée. Ici, aucune interférence, notre satellite bloque tous les signaux. Un terrain de choix pour mener des études impossibles sur Terre. Pour être sensible aux grandes longueurs d'onde, le radiotélescope lunaire devra être équipé d'un réflecteur de plus d'1 kilomètre de large dans un cratère lui-même profond de plus de 3 km. Par comparaison, le radiotélescope terrestre FAST en Chine, le plus grand radiotélescope du monde, ne fait que 500 mètres de diamètre. Le déploiement d'un tel outil serait donc un défi immense et inédit. Aujourd'hui, le projet prévoit l'envoi de 2 atterrisseurs lunaires. Le premier abriterait l'antenne et la surface réfléchissante du radiotélescope. Il se poserait au centre du cratère choisi pour l'installation. Le second atterrisseur déposerait sur la Lune un rover, prénommé Duaxel. Il s'agirait d'un rover modulable et capable de se diviser pour faire évoluer l'avant de l'appareil sur des pentes raides en rappel, pendant que l'arrière du rover assurait sa sécurité en s'ancrant bien fermement dans le sol.
L'avant du rover descendrait alors au centre du cratère, à la rencontre du premier atterrisseur, saisirait les câbles de la surface réfléchissante et de l'antenne du radiotélescope pour les ramener au sommet du cratère et les tendre. Après cette opération répétée en plusieurs points autour du LCRT, le nouvel outil de radioastronomie serait enfin prêt à l'emploi. On peut imaginer ce projet mis en place en parallèle du programme Artemis. Les astronautes présents sur ou autour de la Lune pourraient ainsi contribuer au bon déroulement des opérations et seraient probablement à même d'intervenir en cas de problème, même à distance. Pour l'heure, ce projet n'est qu'une ébauche, aucun calendrier n'a été fixé. Quelques interrogations surviennent d'ailleurs quant à la faisabilité de ce projet alors même que la Lune s'apprête à être visitée plus régulièrement par des équipages d'astronautes. Le programme Artemis, qui prévoit d'envoyer de nouveaux astronautes sur notre satellite, devrait débuter cette année avec le tout premier lancement du SLS et de la mission Artemis 1. Si les agences spatiales pérennisent la présence d'hommes et de femmes sur et autour de la Lune, ils pollueront inévitablement le silence radio qui règne encore aujourd'hui. Quel est alors l'intérêt d'installer un radiotélescope dans un endroit que l'on s'apprête à polluer ? Si ce projet se met en place, il faudra faire des compromis. Reste à savoir lesquels.